Salut les joueurs, salut les joueuses. Alors je dois vous avouer que dans nos cafés du matin, on a le plaisir de vous retrouver et sans cesse de plus en plus nombreux et nombreuses. Merci beaucoup à vous de nous retrouver pour ce petit rendez-vous quotidien qui nous fait bien plaisir. Je dois même vous l'avouer, en tout cas moi personnellement, qui me fait bien du bien. Voilà, rencontrer des gens, discuter, un peu couper les cheveux en quatre. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y en a plus beaucoup. Et ce matin, heureusement que Dylan est avec nous pour remonter un petit peu cette capillarité. Aujourd'hui, comme je le disais en introduction, je ne vous connais pas forcément tous et toutes personnellement. Mais je sais que si vous êtes là, il y a de grandes chances que vous soyez, un tant soit peu au moins, joueuses et joueurs. Et avec nos invités, on s'est dit que ce matin, on allait un petit peu se triturer le cerveau et essayer de comprendre qui nous étions, nous, joueuses et joueurs. Alors, rassurez-vous, vous nous connaissez. Dans le café du matin, il y a un mélange, un bon tiers de psychologie et de philosophie de comptoir, un mélange d'un bon tiers de philosophie de psychologie sérieuse et le reste des quarts manquants, puisque un tiers plus un tiers, il manque au moins deux quarts. Enfin bon, j'ai jamais été très très bon en maths, c'est peut-être pour ça que je perds au jeu de gestion. C'est le reste, c'est-à-dire ce que les invités nous apportent et ce que vous nous apportez. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, les invités, je suis ravi une fois encore de les rencontrer parfois pour la première fois, d'autres on s'est déjà croisés de ci, de là. Et je vais commencer par celui dont vous avez peut-être déjà lu les bandes dessinées, qui croque nos petits travers, entre guillemets, de joueurs avec beaucoup d'humour, parce que la plupart du temps, on s'y reconnaît en disant « Oh mince, c'est vrai, je suis un petit peu comme ça ». C'est Julien Nem. Salutations Julien. Salut. Alors tu fais la bande dessinée Les Joueurs. Il y a même eu un projet Ulule pour l'avoir en format papier. La bande dessinée, depuis quelques années, est sur le site de nos confrères chez Ludovox, donc dans lequel tu publies les planches sur cet univers. Mais tu es aussi comme Vincent Dutray. Alors, il n'y a pas que lui, hein, Jib, Jean-Baptiste Reynaud est passé aussi par là. Tu es passé par l'école Émile Cole. Et ensuite, tu as confondé les éditions arbitraires. C'est toujours le cas, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Toujours ça. Donc, du coup, c'est bien l'illustration et l'édition, ton métier, et accessoirement, gros joueur de jeux de société, c'est ça? C'est ça. Gros joueur. Et l'illustration et la bande dessinée, c'est pas mon activité principale actuellement, mais en tout cas, c'est ce que je fais dès que j'ai du temps libre. Ouais. Et les joueurs en particulier, c'est venu comment, le fait de croquer justement les joueurs? Alors, c'est venu. Moi, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, je me suis attaqué au sujet des joueurs de poker. Ouais. Je faisais beaucoup de poker à l'époque. Donc, j'ai commencé à dessiner sur ces joueurs-là, sur les joueurs de poker. Et les années passant, j'ai dérivé dans mes pratiques ludiques et j'ai un petit peu délaissé le poker et je me suis mis aux jeux de société. Ouais. Et du coup, c'est venu un peu naturellement la transition où je me suis mis à dessiner du coup des bandes dessinées sur les joueurs de jeux de société, quoi. Ça te rejoignait particulièrement. Bah ouais, c'est ça. En fait, quand je suis passionné par quelque chose, de toute façon, je suis un peu obsessif et fallait que je dessine dessus. Et ça y est, ça commence. voilà, Obsessif. Il y a un mot qui est lâché. Alors oui, comme vous l'avez vu, je fais un petit coucou à notre ami Martin Wittberg et un monde de jeu, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'ouvrir. Et Martin était avec nous en fin de semaine dernière. On aura peut-être même la fille de Martin Wittberg en fin de semaine pour savoir un petit peu comment se passent les jeux et les enfants. La deuxième personne que je vais vous présenter, vous l'avez croisé peut-être au départ lorsqu'il travaillait chez Leteia. Vous l'avez certainement vu hier, puisque c'est à cause de lui que notre apéro a été bousculé. On s'est transformé en nain de jardin. Merci beaucoup, Dylan, puisque tu participes avec l'équipe ludique. C'est une partie importante de ton travail. Donc, le développement du ludique, on va dire, dans le monde, en fait. Dans l'univers. Ouais, c'est ça, dans l'univers. Et à côté de ça, Dylan, tu interviens aussi dans le Master Game Design à l'Institut Artline, donc qui est un institut qui forme par rapport aux jeux vidéo, entre autres des game designers, c'est ça? Exactement, et je donne le cours de culture ludique Voilà. dans ce cursus.
dans ce cursus culture ludique qui nous permet aujourd'hui de voir un petit peu que l'on peut être joueur à travers les âges, entre guillemets, en tout cas il y a une culture du jeu de société, y compris une culture historique, et donc de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur nous par rapport à ça. Et enfin, notre troisième invité, et non des moindres, je ne lui ai encore pas fait dédicacer son livre préféré pour moi, Les Forges de la Fiction. Il faut que je lise encore tous les autres, hein. Théorie de la fiction esthétique des jeux, passer du scénario à la campagne, jeux vidéo, jeux d'interaction, Hollywood face à la censure, bref, encore plus étant, sans oublier non plus c'est son travail en tant qu'auteur, hein, chez les 12 singes la plupart du temps. C'est notre ami sociologue Olivier Caïra. Salutations Olivier. Salut. Alors du coup, dans ce que j'ai dit, j'ai rien oublié. Tu es sociologue, donc tu écris en termes de recherche universitaire et puis tu crées aussi du jeu et du jeu de rôle. Et je scénarise un tout petit peu de bande dessinée avec l'équipe de Casus Belli, donc et Guillaume Malbin, le petit strip Donjon Service qu'on peut retrouver dans chaque volume de Casus Belli. Casus Belli, exact. Alors ne vous inquiétez pas, hein, on voit apparaître parfois, c'est parce qu'on discute un petit peu avec François par ailleurs, mais on est bien là et le son étant le plus important, rassurez-vous, tout va bien, ce n'est pas votre écran que vous devez régler par rapport à ce que vous voyez. On va commencer donc maintenant dans le vif du sujet. Non, j'ai encore une dernière question. Julien, le portfolio sur les joueurs, enfin la BD, elle est toujours disponible ? Le portfolio, c'est-à-dire en tout cas, tu sais, ce qui rassemble un petit peu tout ce que tu as dessiné autour de les joueurs. Oui, en fait, c'est sur mon blog, joueur.overblog.com. Là, il y a tout qui est rassemblé. D'accord. C'est sur mon blog. Voilà, comme ça au moins, si vous voulez aller vous voir un petit peu croquer de ce côté-là, en tant que joueuse et en tant que joueur, n'hésitez pas, c'est disponible. Sinon, vous le retrouvez également, bien sûr, sur Ludovox. Alors donc, maintenant, on va commencer, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vais commencer un petit peu par Olivier. Au moment où moi j'ai lu Les Forges de la Fiction, je me suis rendu compte de cette existence que je n'avais pas nommée et qui pourtant était certainement un petit peu là. C'est ce qu'on appelle un petit peu, enfin moi en tout cas, ce que j'ai compris comme étant, et ça se retrouve dans le jeu de société, le contrat social. Est-ce que tu peux juste à grands traits, dans ce que toi, enfin de la façon dont toi tu le définirais, ce contrat social, qu'est-ce qu'on entend par là ? Je dirais que c'est ce qui va cimenter la table des joueurs, c'est-à-dire ce sur quoi on s'est mis d'accord, hein. Et ce qui est très particulier dans les jeux de rôle par rapport à ce qu'on a dans d'autres jeux de société, c'est que dans un jeu de rôle, tu n'as pas de règles prescriptives, tu n'as pas une indication de qui gagne, qui mettrait tout le monde d'accord je dirais de gré ou de force, sur les finalités de la partie. C'est-à-dire que d'une tablée à l'autre en jeu de rôle, on peut avoir une définition de ce que c'est qu'un bon groupe et de ce que c'est que de passer une bonne séance qui sont diamétralement opposés. Donc, moi, j'ai cherché non pas à faire des profils, je dirais sociographiques du joueur, quel âge il a, est-ce que c'est un garçon, une fille, etc. Parce qu'en général, on a peu d'infos et ça amène souvent à défoncer un peu des portes ouvertes. Ce qui m'intéressait, c'est comment le jeu lui-même structure les tables. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que on va, autour d'une table de Donjons et Dragons, avoir un certain type d'attentes qui vont être plus souvent réunies que d'autres et qu'on n'aura pas nécessairement, si je prends vraiment les grands classiques, à l'appel de Cthulhu ou à des jeux parfois plus indépendants, plus, par exemple, sans meneur de jeu. Oui, d'accord. Après, c'est transposable à d'autres jeux de société. Ah, très bien. Ça n'est pas que lié à la pratique du jeu de rôle. Donc, ce contrat social, Julien, tu le croques parfois. On voit, vous l'avez certainement, enfin, je pense, et même nos auditeurs et auditrices déjà un peu rencontrés, il n'est parfois justement pas le même autour d'une partie de jeu de société, en l'occurrence en tout cas quand on est en salon. C'est-à-dire que lorsque l'on est en salon, on ne sait pas forcément tout le temps avec qui on s'assoit et tout d'un coup on se rend compte que la personne qui est en face de nous n'attendait, entre guillemets, donc, alors je ne sais pas Olivier s'il faut dire ce profil ou ce type de joueur, mais en tout cas la personne en face de nous attendait d'avoir juste des cerveaux
supplémentaires qui vont bouger des pions pour montrer que lui va pouvoir exploser tout le monde, là où d'autres étaient là en disant bah, c'est pas grave si je gagne pas, moi ce que je voulais c'était passer un bon moment. C'est un petit peu ça que tu croques c'est-à-dire ces petits travers de joueurs parce qu'on ne recherche pas tous la même chose et ça provoque différentes attitudes. Oui, ça c'est évident. Ouais. Autour d'une table, on dit souvent que c'est les joueurs qui vont faire un petit peu le jeu, quoi. Et ça se vérifie, on l'a tous vérifié autour des tables. Selon le profil des joueurs et selon ce qu'ils en attendent, ça va faire que la partie va plus ou moins bien se passer et être une belle expérience ou une moins bonne expérience, quoi, même si bon, ça peut bien se passer, mais des fois c'est un peu relou, quoi. Bah, c'est sûr que l'exemple en festival ou même pas forcément festival, moi je suis dans une association où on crée des soirées chez nous en fait, et, via un site internet où du coup les gens s'inscrivent et c'est pas forcément des gens qu'on connaît non plus. Et, donc c'est vrai qu'il y a aussi un peu cet effet surprise et découvrir les gens autour d'une table, qui est super intéressant d'ailleurs. Mais c'est vrai que du coup des fois il peut y avoir ce décalage entre quelqu'un qui vient un petit peu se triturer le cerveau dans son coin et qui est pas tellement là pour passer un moment convivial et puis parfois c'est l'inverse, quoi. C'est la bonne découverte. Des fois, c'est la bonne découverte, c'est la personne qui matche tellement. Dylan, si on en est là, si on en est à dire que ce sont les joueurs qui font la partie, et je suis assez d'accord avec Julien, assez d'accord avec Olivier, bien sûr, il y a cette attente qui est parfois consciente, parfois inconsciente, mais est-ce que du coup, c'est pas illusoire de parler de culture ludique? En gros, il faudrait presque plus demander le pédigré de chaque joueur autour de la table avant de commencer une partie, plutôt que de savoir à quoi on va jouer, puisque en fait, c'est pas vraiment le jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment le jeu qui détermine ce qui se passe, mais c'est plus l'attente des joueurs. Je pense qu'il y a un peu des deux, bien sûr. Dans un jeu qui a des règles très strictes, où le joueur a moins de liberté d'expression, pour prendre un exemple classique, les échecs, là, l'impact, disons, du caractère des joueurs va être un peu moindre. Par contre, effectivement, dans un jeu de rôle où on est extrêmement libre, là, quasiment tout se joue avec le caractère des joueurs et la façon dont ils vont rentrer en conflit les uns avec les autres, ou bien justement si ça va bien matcher. Okay. Donc ça dépend des jeux. Toi, avec l'équipe ludique, dans le travail que vous faites, vous prenez plus en considération par rapport à votre création l'attente des joueurs que le jeu en lui-même. Vous forgez le jeu en fonction de l'attente qui vous a été posée. Oui, bien sûr. Comme on fait beaucoup de jeux pédagogiques, effectivement, l'attente des joueurs est absolument primordiale. Ouais. Après, des fois, on fait des jeux aussi. Donc, par exemple, on développe des jeux pour des éditeurs de jeux de société. Donc là, on va s'adresser plutôt à des gamers. À ce moment-là, on va plus recentrer le focus purement sur des mécaniques de jeu. Mais oui, ça aussi, ça découle du fait de l'attente des joueurs, de l'attente des gamers. Oui, d'accord. Olivier, tu disais, tu avais cherché, regardé un petit peu par rapport à ce contrat social, on pourrait potentiellement profiler. Grosso modo, ça fait partie des choses que l'on aime faire aussi parce qu'on aime bien un peu ranger des choses dans des cases, c'est plus facile à envisager ensuite dans la tête. Donc, grosso modo, on peut quand même dire que tu as le collectionneur compulsif, tu as celui qui veut toujours gagner, tu as celui qui veut toujours tricher, tu as celui qui veut toujours… Enfin, grosso modo, les joueurs, on pourrait tous un peu se profiler, ou en tout cas à X% de l'un plus X% de l'autre. Enfin, je sais qu'on aime bien faire ça, en tout cas moi j'aime bien faire ça. Alors moi je suis plus dans une démarche de description d'ingrédients, c'est-à-dire des X% de ceci ou cela, plutôt que mettre les gens dans des cases, parce que ça ne marche pas. Hein. Ouais. Et puis parce que mon expérience aussi de développeur montre que quand tu es en playtest, quand tu es en alpha test, c'est-à-dire vraiment avec un proto abominable que tu n'oses même pas présenter à des amis, puis ensuite avec un bêta test, c'est-à-dire quand ça commence à tourner et que tu peux notamment le présenter en ludothèque, tu vas jamais avoir en chair et en os la caricature ultime de la personne qui rentre que dans la case. La personne qui vient que tricher, en général, elle ne joue pas, parce que de toute façon, elle se fait jeter à minima de toutes les tables. Ce qui est intéressant dans la notion de contrat,
c'est jusqu'où il est respecté et on le disait, ce que le jeu impose. C'est-à-dire si tu démarres une partie, je sais pas, un très gros jeu Eclipse par exemple, le contrat de base de tout jeu, c'est on va écouter la règle, on va la respecter et on va pas se barrer avant la fin. Or, si tu annonces qu'on va faire un Dixit, c'est pas du tout la même chose que si tu annonces, tu vas pas constituer la même tablée que si tu annonces qu'on va faire un Eclipse qui va au bas mot durer 4 heures. Et sur lequel tu vas avoir très souvent des interruptions de partie pour aller compulser la règle. S'il y a des gens qui ne supportent pas ça autour de la table, ou qui disent bon, la règle on l'écoute à moitié, on apprendra en jouant, et qui 2 heures après t'engueule en disant mais tu m'as pas expliqué ça tout à l'heure. Je pense qu'on a tous rencontré cette créature-là autour d'une table. Il est évident que si cette personne-là ne fait que ça H24 à chaque fois qu'elle a une table de jeu, on ne pourra pas de toute façon l'intégrer parce qu'elle est complètement hors contrat. Donc voilà, ce contrat, il est de toute façon en nuance. Après, c'est vrai que quand on passe à la représentation en BD ou par d'autres moyens de ces joueurs, on est obligé de forcer le trait, parce que sinon c'est pas drôle. Mais sociologiquement, on est toujours obligé de travailler sur de la nuance. Ouais, d'accord. Julien, on sait que le joueur a parfois ses réactions un petit peu particulières. Ça fait ton bonheur et ça fait notre bonheur à le relire. Comme le disait Olivier, celui qui écoute à moitié la règle, qui regarde son smartphone au moment de l'explication et dont tu peux être sûr qu'il va te redemander ce que tu viens d'expliquer. Tu te sers de ce que toi tu vis dans l'association. Ça veut dire que ce que tu dessines, c'est parce que tu l'as rencontré en vrai ou c'est des gens qui te racontent des histoires ou tu les inventes? Non, c'est quand même beaucoup sur du vécu. Après, comme je joue beaucoup en famille, avec dans mon asso qui sont plutôt des gros joueurs, j'ai quand même beaucoup de profils de joueurs avec qui je joue, donc ça m'enrichit. Et comme je regarde aussi beaucoup les vidéos, les réseaux sociaux, c'est souvent riche en anecdotes, donc c'est pareil, ça me nourrit aussi, quoi. Et c'est vrai qu'on est obligé un peu de forcer le trait pour de la bande dessinée, mais j'aime aussi souvent essayer de me moquer de celui qui se moque un peu. Il y a des travers qui sont facilement identifiables et on peut facilement se moquer de ces travers, mais des fois, se moquer de celui qui se moque un petit peu, c'est aussi prendre un peu du recul sur nous-mêmes. Aussi intéressant. Dylan, est-ce que quand vous êtes du côté création de jeux, vous avez fait quoi? Est-ce que vous avez décidé de faire de la psychologie en disant voilà, il faut qu'on soit capable de faire le profil de un tel pour pouvoir faire bien nos jeux, ou est-ce que vous vous dites non, il suffit de nous prendre nous parce qu'on est des joueurs comme n'importe quel autre joueur, c'est pas la peine qu'on se mette à analyser psychologiquement pour savoir quel joueur j'ai en face de moi et lui, enfin voilà. Alors non, la dernière chose qu'on fait, c'est de nous prendre nous comme exemple, parce qu'on est des hardcore gamers, comme on dit, on joue beaucoup, on pratique beaucoup, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, et c'est rarement le cas des personnes qui sont en demande de jeux pédagogiques, pour des entreprises, etc. Donc bien au contraire, on a un maximum de testeurs autour de nous, des gens qui ne sont pas forcément aussi joueurs, et ça nous permet de mieux anticiper la réaction des joueurs. Après, on fonctionne plutôt dans l'autre sens, en fait. C'est qu'on ne va pas essayer de dresser un profil psychologique des joueurs en amont, même si on a une vague idée de globalement le profil. C'est plutôt le jeu qu'on va mettre en place qui, lui, va révéler en fait au fil des traits et énormément de choses sur les joueurs, sur eux-mêmes, des choses que peut-être ils n'avaient même pas remarquées, sur des dynamiques de groupe, etc. Et c'est comme ça qu'on utilise cet outil qui est extrêmement fluide et multiple. Olivier, ça veut dire qu'en fait, on est peut-être en train de se planter avec notre thème du café du matin. Il ne faudrait pas en parler pour savoir qui on est. Il faudrait, grosso modo, est-ce que tu es d'accord à dire jouons et comment c'est l'expression parle-moi et je saurai qui tu es. Non, jouons ensemble et je vais savoir qui tu es. Enfin, le jeu est révélateur de qui on est. Je serais un drôle de sociologue si je te disais le contraire. C'est-à-dire qu'il faut de toute façon... non, mais il faut de toute façon faire du terrain. C'est-à-dire que si le bouquin sur les jeux que tous les universitaires commencent par défoncer avant d'amener leur propre topo, c'est Les Jeux et les Hommes de Roger Caillois, typiquement parce que il a jamais fait ça.
C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est pas de parler du jeu, et il s'est jamais concrètement mis à une table de jeu. Enfin, il a dû le faire quand même deux, trois fois dans sa vie, mais tu constates en le lisant qu'il n'a qu'une envie, c'est de passer à l'analyse des civilisations, et qu'il est parti du jeu, mais il passe complètement au travers de l'objet. Si tu te mets à des tables de jeu ou à du jeu en ligne ou à n'importe quelle forme ludique, on n'est pas obligé de rester simplement autour des tables, tout à fait. Tu as de toute façon du contenu qui te surprend. C'est-à-dire que, et moi, c'est vrai que quand je vais sur des terrains, je vais en général à la table que j'aurais jamais choisie, justement pas rester dans mes habitudes de gamer à la maison. Et quand on me donne des persos ou autres, je vais toujours prendre celui que j'aurais jamais pris. C'est-à-dire que je vais toujours prendre un café en disant vous me laissez celui qui reste. Et ça permet justement d'aller observer des choses assez incroyables. Je reviens sur ce que disait Dylan tout à l'heure. On a des plis de gamers. J'ai présenté un proto chez un éditeur, et puis il est parti, il a été testé par d'autres personnes en mon absence. Et au retour, il me dit non, mais c'est un jeu beaucoup trop prise de tête. On a passé 1h30 à faire la partie. Et il y avait autour de la table 4 mecs de 40 ans qui avaient des étagères de jeux gigantesques chacun chez eux, hein, comme on les a les uns et les autres. Oui. Et en fait, c'est un jeu pour enfants. C'est un jeu que des enfants de 6 ans vont te plier en 25 minutes parce qu'ils vont déjà avoir une évidence dans la façon de jouer. Et puis parce que s'il y en a un qui commence à se prendre la tête autour de la table, les autres vont partir. Donc ces phénomènes-là, tu vas les observer de manière un petit peu caricaturale, comme ça, quand je parle de tablé. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de regarder plus précisément ce que font les joueurs. Après, il y a le risque de dire sans arrêt, ouais, mais finalement, ça dépend des gens. Donc après, si on veut avoir des outils un petit peu plus robustes, on essaye de structurer les choses. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé un modèle à 6 dimensions. Alors, on va peut-être pas se lancer dans un PowerPoint, mais c'est pas le contrat social de ce matin. Vas-y, Olivier. Voilà, mais s'il y a des gens que ça intéresse, voilà, l'article s'appelle Les dimensions multiples de l'engagement ludique. C'est sur la revue Sciences du jeu, donc c'est en ligne. Oui. Et là, je propose 6 ingrédients, c'est-à-dire 6 dimensions, de la même façon dans les forges de la fiction. Il y avait ce que certains lecteurs ont appelé les fiches cuisine, parce que c'est vrai que c'était des encadrés. Il y a 10 manières de jouer qui sont à chaque fois décrites comme des caricatures, mais parce que en fait, ces ingrédients-là, si on les observe autour des tables de jeu, on voit que ça motive à la fois la venue des gens autour de la table, certaines pratiques de game design, c'est-à-dire tu peux dire je vais faire un jeu entièrement orienté panache, je vais faire un jeu entièrement orienté calcul, etc. Et donc, à mon avis, le travail de recherche sur le jeu ne doit pas aboutir à finalement il y a plein de nuances et tout est dans tout, mais à dire derrière toutes ces nuances, il y a quand même des gros actes, des axes très structurants. Alors c'est rigolo parce qu'on se rend compte là actuellement dans les retours, témoignages que l'on a sur le chat que ça nous impacte, qu'on n'y a pas forcément toujours réfléchi, mais c'est par exemple Delph, je pense que c'est Delphine, mais peut-être je me trompe, Roux qui dit « J'ai un sale caractère quand je joue avec mon amoureux, mais pas avec les autres ». Donc le relationnel avec une personne impacte la façon de jouer. C'est-à-dire que le même jeu ne sera pas vécu et ne sera pas joué de la même façon au final parce qu'il se passe telle ou telle chose. Certains joueurs détestent quand dans un jeu des amoureux, des amoureuses, peu importe, se disent « Ah non, mais je ne l'attaque pas parce que c'est mon chéri ». Et là, les autres, ils pètent un plomb en disant « Mais c'est pas du tout le jeu, quelque part, comme dirait avec Olivier, c'est pas du tout le contrat, quoi. Normalement, ça ne rentre pas en compte, on est censé juste jouer ». On a Arcfly qui dit « Moi, j'adore mettre l'ambiance presque plus que jouer ». Et quelque part, donc, on sent un profil à aimer effectivement que ça rigole, que ça se passe bien, que ça anime. Je sais que j'aime beaucoup animer. Il y a des moments où j'ai pas envie d'animer parce que j'ai envie de jouer à un jeu que je veux, et donc pas un jeu pour les autres, mais un jeu pour moi, entre guillemets. Et donc, je ne joue pas au même jeu aussi en fonction de ça. Julien, quand tu disais tout à l'heure, c'était au départ le poker, puis le jeu de société. Pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que tu dirais si je te pose la question ? Pourquoi joues-tu ? Pourquoi est-ce que je joue ? Alors ça,
Bon courage. Si tu veux, je te laisse 5 minutes et tu repasses à Dylan, je reviendrai vers toi après. Moi, honnêtement, je sais que j'ai beaucoup joué aux jeux de cartes depuis que je suis petit et c'est vraiment le plaisir. J'ai toujours le plaisir de progresser en fait. Moi, ça a toujours été sur un jeu donné, voir son évolution et apprendre à faire mieux au fil des parties, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Et quand je me suis lassé un peu des jeux de cartes, j'ai complètement retrouvé ça dans le jeu de société, que ce soit dans des jeux moyens ou des gros jeux. Enfin, il y a c'est pour ça que le type de jeu que je préfère, c'est justement ces jeux-là où on a une marge d'évolution, quoi. On sent que de partie en partie, on s'améliore. Un jeu à apprentissage réel. Ouais, du coup, moi, c'est vrai que c'est ce sentiment-là qui fait que j'aime jouer et je sais pas si c'est pour ça que je joue, mais en tout cas, c'est une des raisons, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, on va dire entre guillemets, ton attente côté jeu et côté activité ludique, je sais pas d'ailleurs comment il faudrait le dire, modèle le joueur que tu es, c'est-à-dire que ça impacte les jeux auxquels tu vas préférer jouer. Tu vas être moins jeu d'ambiance, mais plus jeu de gestion, intellectuel et calcul, quoi. Après, oui, c'est vrai. Après, par exemple, en famille, ou avec des gens qui sont pas des joueurs aguerris, qui préfèrent un petit peu des jeux d'ambiance, où je vais prendre beaucoup de plaisir aussi. Et là, je vais jouer pour le plaisir de passer un moment avec des gens en famille. Voilà, ouais, avec des gens, c'est ça. Avec ceux qui sont là. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que ma tendance, les jeux que je préfère, c'est vrai que c'est plutôt les jeux un peu de gestion et qui ont cette dimension. Ouais. Cette dimension-là. Dylan, est-ce que toi, par rapport à ton travail, par rapport à ton parcours, et puis même à toi en tant que joueur, est-ce que tu as recherché pourquoi est-ce que les gens jouaient? Tu parlais tout à l'heure de jeux éducatifs, donc ça veut dire que grosso modo, on cherche à faire passer un message d'apprentissage et on considère je vais être un peu méchant, mais on considère qu'en le saupoudrant d'un petit peu de jeu, le message va passer plus facilement. Il y en a d'autres qui vont jouer pour gagner, il y en a d'autres qui vont jouer pour passer un bon moment, il y en a d'autres qui vont jouer pour oublier leur vie parce que la vie, elle est parfois pénible. Est-ce que vous avez essayé de quantifier, codifier tout ça? Alors, codifier vraiment et le mettre dans des cases, etc. pour reprendre, non pas vraiment, je pense que c'est trop de structure, souvent dessert un peu le propos, mais oui, on s'y intéresse forcément. Je pense qu'une des choses qui est très, très importante et pour moi en fait la plus fondamentale là-dedans, c'est ce que tu dis, passer le temps, passer un bon moment. Et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment... le fait de passer le temps en tant qu'espèce humaine, on a toujours eu des moments où on se faisait chier en fait. Avant, pas Internet, tout ça, fallait bien trouver quelque chose à faire. Et je pense que le jeu, c'est juste un truc qui répond à cette nécessité fondamentale de ne pas s'ennuyer et qui se lie avec le fait de s'amuser. Et si tu me poses la question, moi, pourquoi je joue, c'est ça, en fait, je joue pour m'amuser. C'est tout simplement. Et derrière, le fait que ce soit un outil d'apprentissage, que ce soit un outil de sociabilisation, tout ça, effectivement, ça se greffe au jeu. Je le perçois plus comme quelque chose de secondaire par rapport à ce truc essentiel qui est vraiment le plaisir de jeu. D'accord. Alors du coup là, Olivier, je reviens, je vais citer Bertrand Lecomte qui parle du plaisir de la découverte. Donc on est dans cette notion de plaisir un petit peu, éviter de s'ennuyer, et donc s'ennuyer c'est pénible, donc c'est plus agréable et donc il y a plus de plaisir de découvrir, partager un bon moment, le plaisir de la réflexion. Et Bertrand finit en disant « Jouer me permet de supporter les autres ». Est-ce que pour toi, du coup, Olivier, dans ce contrat social, ça veut dire qu'on accepte, entre guillemets, normalement l'enfer, c'est les autres. Hein. Donc dans le jeu de société, on devrait être en enfer puissance 3 ou puissance 4 en fonction du nombre de joueurs. Et au final, non, parce qu'on a besoin des autres. Et donc, on accepte des compromis. Enfin, je trouve ça... J'ai encore un peu de mal à mettre des mots dessus, mais c'est ça le contrat social, c'est accepter des compromis des autres qui vont venir t'embêter, qui vont venir flinguer ton plan, qui vont venir t'empêcher de gagner, mais pour quand même un plaisir supérieur, on pourrait le dire comme ça. Ouais, je crois qu'il y a de toute façon quelque chose d'important dans la notion de contrat, c'est de ne pas la voir comme un truc de bisounours. C'est-à-dire pas considérer
que le contrat irait de soi pour tous les gens et que si on a besoin d'un contrat, en gros, c'est qu'on a tous envie de l'enfreindre. C'est le, Bah oui. Ouais. Et quand tu récupères tes petits pions à Terraforming Mars, t'as quand même envie d'en prendre 3 ou 4 de plus parce que tu te dis, je vais jamais y arriver. Mais comment t'as regardé chez moi? Tu peux pas savoir ça, je l'ai jamais fait en plus. Je suis la voix dans ta tête qui surveille. Alors, plus sérieusement, quand on est face à une tablée de joueurs, et c'est ce qui est très intéressant dans le jeu de société, c'est que ça se fait en société, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement le côté pompe à plaisir, je dirais, du jeu en solo, où là, tu y vas, tu en retires ce que tu veux, et puis dès que ça te casse les pieds, tu fais autre chose. Dans le jeu de société, on a quelque chose de plus rugueux, c'est-à-dire qu'on doit sans arrêt gérer les autres. C'est d'autant plus difficile, je le disais, en jeu de rôle, qu'on n'a pas la règle qui nous dit d'un seul coup, si tu fais ça, tu perds. Mais dans n'importe quelle pratique de jeu de société, on se confronte justement au fait que les gens n'ont pas exactement les mêmes attentes, n'ont pas en marge du contrat exactement les mêmes pratiques, je dirais, marginales, mais qui peuvent être parfois extrêmement casse-pieds. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui te dit dans la règle du jeu qu'il ne faut pas passer 4 minutes à réfléchir avant de jouer son coup. C'est vrai. Or, on l'a tous eu, celui-là. Ah oui. Et en même temps, on va avoir dans ce contrat la nécessité quand même de constituer la table. Je pense qu'on a tous chez nous, derrière nous, pour plusieurs d'entre vous, des jeux qu'on n'a jamais pu ouvrir, jamais pu appliquer parce qu'on n'a juste pas la tablée. On n'a pas, et en jeu de rôle, le nombre de personnes qui collectionnent des manuels de jeu et qui te disent « j'ai jamais pu y jouer ». Ah bon, pourquoi ? Parce que en fait, j'ai pas les joueurs, ou les joueurs que j'ai, on est dans 3 campagnes à la fois, donc on va pas en lancer une 4e. Ouais. C'est typique de cette rugosité profonde du jeu de société qui fait que on ne va pas juste vers le jeu de société pour s'évader, oublier, etc. Parce qu'en en fait, on rentre dans quelque chose de compliqué. Il y a quand même peu d'expériences sociales dans lesquelles tu rentres par exemple à 6 et il n'y en a qu'un qui va gagner. C'est-à-dire que tous les autres sont quand même censés finir, pas humiliés, mais en tout cas finir dans une situation un peu déceptive. Et c'est ce qui arrive dans la plupart des jeux de société. Après, la plupart des gens qui te disent « j'aime pas les jeux », puisqu'on en rencontre aussi, là on parle des joueurs, on peut aussi poser la question non-joueurs ou non-joueuses. C'est en général qu'ils n'ont pas juste trouvé leur bon jeu. C'est comme quelqu'un qui te dirait j'aime pas le cinéma ou j'aime pas lire, c'est juste qu'il n'a pas vu les bons films ou trouvé les bons livres. Et par exemple, quelqu'un qui te dit je n'aime pas jouer parce que j'aime pas perdre, ok, je vais te montrer 5 ou 6 jeux dans lesquels la question se pose pas. Tu ne perdras pas. C'est-à-dire voilà, où tous les jeux ne sont pas orientés victoire ou défaite. En revanche, comme la plupart des jeux le sont, ça peut donner à des gens qui sont non-joueurs le sentiment qu'il y a toujours, si on n'est pas très appliqué, pas très doué, ce final décevant. Et c'est pas le cas. Donc de toute façon, c'est pas une expérience anodine et c'est pas une expérience de bisounours, le jeu de société. Ah, et c'est étonnant. Moi, je sais pas, Julien, comment tu l'as vécu ou comment éventuellement tu le dessines. Tu parlais tout à l'heure de se moquer un petit peu de celui qui se moque. Et c'est vrai que en entendant Olivier parler de cette analysis-paralysis, je me rends compte que moi-même, je peux être des fois, j'ai pas la même notion du temps, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ou quand c'est quelqu'un qui passe 5 minutes à son tour, tu trouves ça long, et quand c'est à mon tour, je me suis pas rendu compte que ça fait déjà 8 minutes que je réfléchis. C'est-à-dire que on est, enfin je sais pas comment le dire, mais tu vois, effectivement c'est l'arroseur arrosé quoi. Ouais, complètement. C'est un peu ce que je voulais dire, on observe un peu des tendances et des travers chez les joueurs, et qu'on a tous plus ou moins à des degrés différents, quoi. Ouais. Tu parlais, Olivier, de la difficulté à ouvrir certaines boîtes de jeux avec un certain type de joueur. Clairement, j'ai été confronté
quand j'ai commencé dans le jeu de société, dès que j'avais un nouveau jeu, je voulais le présenter un peu à tout le monde et essayer de convertir les gens, mais j'ai dégoûté des gens en sortant des grosses boîtes avec des gens qui n'étaient pas du tout prêts. Et donc effectivement, il faut arriver à jauger, et ça vient un peu avec le temps, quoi. Et c'est aussi un plaisir d'arriver à sortir un jeu adapté aux gens qui sont chez toi ou qui sont... Et quand tu tapes juste, c'est aussi un plaisir. Et c'est vrai que le côté... Il y a 6 joueurs et un qui perd, un qui gagne et tous les autres perdent. Je trouve que c'est quand même plus nuancé maintenant. Il y a pléthore de jeux qui justement permettent de contourner ça et de faire venir des gens qui étaient dégoûtés à cause de ça, quoi. Ouais. J'entendais Dylan, tu disais, tu parlais tout à l'heure de la distinction que vous faites par rapport à l'équipe ludique entre oh là là, attention, on se prend pas comme référence parce que justement on est un petit peu déjà hardcore gamer et d'autres ne le sont pas. Par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, ça veut dire que ce que vous recherchez, vous, dans le jeu de société, en tant que hardcore gamer, on va jouer, j'organise mon temps autour de mes parties, je vais essayer de sortir les nouveautés, les gros jeux, etc. Vous avez pris conscience que ce n'était pas ce que recherchait une grande partie d'autres personnes, c'est ça ? Oui, bah ça me paraît assez évident. Avant d'être hardcore gamer, on est petit gamer. Il y a une progression comme ça. Personne n'est né avec un plateau de Terraforming Mars dans les mains. Je l'attends, celui-ci. Mais oui, donc il suffit de se rappeler un peu notre enfance pour répondre à ça. Et alors, personnellement, oui, je me dis que je suis un hardcore gamer parce que je fais des gros jeux de plateau, parce que je fais tout ça. Mais je fais aussi des jeux d'apéro, je fais des mini-jeux, je pratique. Je suis vraiment un joueur très, très multiple et je trouve vraiment du plaisir dans un petit peu tout. Donc ouais, j'ai conscience. Après, il y a des gens qui ont des plaisirs qui sont toujours plus ciblés. Mais, donc voilà. Ouais. Et sur l'aspect sur l'aspect joueur et recherche, tu parlais de l'enfance là. Oui. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, on a ce lien avec la façon dont on a passé notre enfance à jouer. Est-ce que oui, est-ce que non ? Oui. Alors. Donc là, depuis tout à l'heure, on parle qui sommes-nous en tant que joueurs et on se concentre principalement sur les hardcore gamers et sur les joueurs de jeux de société. Et les joueurs adultes. Et les joueurs adultes. Si on prend un petit peu de recul et qu'on essaie de contextualiser tout ça, on va tout de suite avoir un panorama qui est beaucoup plus énorme. Si vous voulez, je vais faire un très grand pas tout de suite. Tous les grands mammifères jouent. D'accord ? Donc le jeu est quelque chose qui est pas du tout spécifique à l'homme, qui est extrêmement fondamental dans le développement des espèces, et on sait qu'on joue pour apprendre des réflexes locomoteurs, pour apprendre à se sociabiliser. C'est presque pas un réflexe, c'est un mécanisme de survie. Voilà. Donc le fait d'être capable de coopérer, on l'apprend en jouant, et ça, c'est ce qui a fait de nous aussi ce qu'on est aujourd'hui. Le fait d'être capable de chasser également, donc là on touche plus au jeu locomoteur. Donc le jeu, si on le prend vraiment au sens le plus large possible, là, on va taper des horizons qui donnent le vertige. Ouais. Après, le jeu de société est beaucoup plus spécifique que ça. Donc, le jeu humain est quand même beaucoup plus développé, beaucoup plus sophistiqué que les chatons qui jouent comme ça. Et on arrive... Ouais. Voilà. Avec la petite boule. Mais oui, c'est très drôle. Voilà, moi-même, je joue à la balle des fois avec mon cactus. Bon, nous sommes compliqués. Mais donc, ce que je veux dire, c'est voilà, ce jeu formel, spécifiquement humain, est là effectivement beaucoup plus développé, et on va toucher à des choses qui sont effectivement qui arrivent à s'émanciper de certains des aspects fondamentaux qui sont l'adversité, le fait de gagner et tout ça. Et ce qui est typiquement, je trouve très intéressant avec le jeu de rôle, c'est qu'il a réussi à boucler la boucle, c'est-à-dire que peu à peu, on a réussi à formaliser des règles. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des règles de jeu, on avait déjà la notion de victoire. C'est-à-dire, je peux te dire, viens, on court jusqu'à l'arbre. Celui qui a gagné, il a gagné. On n'a pas défini si j'allais te faire un croche-patte ou pas, etc. Peu à peu, en développant le langage, qui est forcément une nécessité pour établir des règles, pour formaliser un peu ce contrat social, j'imagine que c'est ça que je veux dire, Olivier. On a réussi à établir des règles pour créer des jeux équilibrés, comme effectivement la notion de victoire symbolique, certes, était quand même très importante. Et puis,
en évoluant, en passant par le jeu de plateau, on arrive à nouveau à s'émanciper de ces règles-là en touchant typiquement au jeu de rôle qui reboucle presque sur le truc enfantin où on dit on dirait que je suis un pirate et toi une princesse et on s'amuse, tout ça dans cette pureté, cette simplicité qui fait la beauté de ce jeu. La beauté du jeu. Du coup, Olivier, si on cherche un petit peu à répondre à notre question ce matin, enfin en tout cas à celle que nous on s'est posée à la rédaction et qu'on a voulu vous proposer, pour savoir qui on est en tant que joueur et joueuse, on a forcément un lien avec qui on a été en tant qu'enfant et comment est-ce qu'on a appris, avec comment est-ce qu'on a joué en apprenant à faire comme ci, etc. Et puis en grandissant, on s'émancipe un petit peu de ça et on prend des jeux d'adultes, entre guillemets. Oui, puis il y a la part, je pense, propre de certaines expériences ludiques qui sont hyper structurantes. C'est-à-dire que les jeux ne sont pas juste quelque chose qui nous occupe les mains un certain temps. Ça va vraiment nous former. Le nombre de personnes qui m'ont cité les Lego comme point de départ de leur passion pour le jeu de rôle, j'ai pas d'équivalent, si tu veux, de pont comme ça surprenant, parce que franchement, qu'est-ce qui fait qu'une brique au départ, brique en plastique peut déclencher autant de phénomènes de construction narrative? Ça m'a surpris au début. Pas complètement, parce que j'ai été moi-même un très gros joueur de Lego, mais c'est vrai qu'une fois que tu commences à tirer ce fil, tu t'aperçois que les rôlistes et leur boîte de Lego dans la cave ou dans le grenier, c'est vraiment une histoire très très forte. Tu vas avoir des expériences ludiques qui sont aussi structurantes que des grosses expériences de lecture ou des grosses expériences théâtrales, cinématographiques, etc. D'où l'intérêt, effectivement, de développer et d'enseigner la culture ludique. Et de travailler ça en tenant compte du fait que tu as des cultures entières au sens culture nationale qui sont rattachables à des jeux hyper structurants. Bon, les échecs dans la culture slave, bien entendu, mais pas que. Et aujourd'hui, on va avoir un intérêt, je pense, à suivre justement les jeux qui sont devenus des classiques instantanés. On a parlé à plusieurs reprises de Terraforming Mars. On a du mal à se rendre compte que ce jeu n'est sorti que finalement il y a 2 ans, quoi. Parce qu'il a littéralement retourné la table sur beaucoup d'habitudes qu'on pouvait avoir. Olivier, est-ce que Kailus, dans ton idée, dans ce que tu es en train de développer, est-ce que Kailus, à l'époque où on a dit, ou Agricola, des jeux par rapport à un moment où le corps joueur, là je le prends dans une globalité, se constituait, on a fait, côté joueur, on a fait non, mais là, ça aurait dû rester de niche et ça a retourné la table, comme tu disais, c'est sorti plus loin. Moi, je dirais Puerto Rico, mais. Très bien, ok. C'est celui que j'ai le plus entendu. Ok. Voilà, j'essaye toujours de rester au plus proche de ce qu'on m'a dit. Ouais. Et il y a eu les colons de Catane. Alors, même si maintenant, bien entendu, les colons de Catane est devenu un passage obligé d'une carrière entre guillemets de gamer, et puis Puerto Rico qui était le succès improbable du jeu expert qui d'un seul coup arrive à percoler, je dirais, vers, pour rester dans le café, à percoler vers des tablés qui n'y seraient probablement pas venus. Donc l'école allemande au sens large a réussi ça. D'accord. Ouais. Julien, certains nous disent, je vais partir vers toi pour cette question-là, mais j'ai commencé les jeux, c'est Eli Shoot qui nous en parle, à 32 ans, les jeux de société, il y a 6 ans, venant du jeu vidéo. Dans cette petite analyse qui fait de qui je suis en tant que joueur, il aime les univers. C'est-à-dire que ce qui l'attire beaucoup dans les jeux, ce n'est pas le fait que ce soit expert ou familial, donc ce n'est pas le niveau, on va dire, ou ce qui va être attendu de la part du jeu, mais il l'exprime en disant ça vient certainement des heures passées devant les jeux vidéo, c'est-à-dire où effectivement tu prends de l'image, un univers un peu plus détaillé et en plus très visuel. Et là, en l'occurrence, il dit maintenant que je connais les jeux de société
et le plaisir de se fighter ou de coopérer, donc ça, c'est-à-dire d'être dans une interaction, il ne pourrait plus revenir devant un écran. Tu as parlé tout à l'heure du jeu de poker dans ton parcours, et puis finalement du jeu de société avec cette espèce de richesse. Est-ce que tu ferais cette même trace de ton histoire, entre guillemets? Est-ce que tu as été enfant joueur et justement très dans la réflexion, jeu d'échecs & co, et puis finalement, du coup, les études. Enfin voilà, comment est-ce que tu tracerais ce parcours du joueur que tu es et par rapport à ce que tu as aimé y trouver dans ce que tu nous as déjà dit? Ouais, alors c'est difficile d'arriver à tout recombiner ce qu'on a vécu et ce qu'on a aimé mais c'est sûr que j'ai eu aussi une grosse partie de jeux vidéo qui fait que j'ai fait du jeu vidéo pendant l'adolescence pas mal et puis finalement je l'ai délaissé. Ouais. Pour quelle raison? Parce que je m'en suis peut-être un petit peu lassé et que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à me passionner pour le poker ou même la coinche ou des jeux de cartes traditionnels. Ouais. C'était plus par lassitude. Après, je pense qu'aujourd'hui, dans mes goûts ludiques et dans mes pratiques, c'est sûr que le côté richesse d'un thème, le côté narratif, le côté... c'est toutes des choses qui vont m'attirer parce que j'adore le cinéma aussi, j'adore... D'accord. Et c'est des choses qu'on a envie de retrouver dans le jeu. Après, selon le type de jeu qu'on fait, le niveau d'exigence vis-à-vis du narratif, vis-à-vis du thème, vis-à-vis de l'amusement qu'on va y ressentir, il n'est pas le même aussi, l'attente n'est pas la même, quoi. C'est vrai que comme ayant beaucoup fait de poker ou de jeux dans ce genre-là, quand je vais faire un jeu qui s'en rapproche, je vais avoir des attentes assez similaires à ce que je pouvais éprouver à l'époque. Mais quand je vais jouer à un jeu, un Ameritrash, des choses... là, pour le coup, le challenge de progression intellectuelle dont je parlais, il va être beaucoup moins important. Je vais plus rechercher quelque chose qui me fait vivre une histoire et des émotions, quoi. Ouais. Donc, ouais. D'accord. Dylan, on a parlé de ces univers, tu parlais de la boucle avec le jeu de rôle et tout ça. Est-ce que le joueur, la joueuse pourrait être aussi... alors là, je sais que je commence à aller un petit peu loin, donc ça commence à être un peu barré, pardon. Mais être aussi un petit peu le monde réel. La vache, c'est lourd à porter, c'est stressant, etc., etc. Et là, dans le monde du jeu, je ne risque rien parce que je peux mourir, je peux gagner, je peux perdre, mais il n'y a quasiment aucun risque. Alors c'est vrai qu'Olivier le disait, c'est quand même, j'ai perdu, ça fait jamais plaisir, mais c'est pas risqué, je suis pas en train de risquer ma maison ou quoi au caisse. Donc est-ce que le fait de se raconter un petit peu de ces histoires, d'aller se réfugier dans quelque chose d'un peu plus confortable, pourrait aussi être une explication de ce qui fait de nous des joueurs et des joueuses? Oui, bien sûr. Je pense que l'aspect symbolique du jeu est effectivement très important à ce niveau-là. Alors, tu dis on ne perd pas sa maison. Bon, malheureusement, quand on joue au poker, ça peut arriver. On peut, c'est vrai. Donc, on voit qu'il y a quand même des ponts qui se font. Effectivement, dans le cas de jeux, disons, d'un jeu de société assez classique, effectivement, c'est assez structuré. C'est un univers clos, un univers en soi dans lequel on accepte de pénétrer et on met notre casquette de joueur en fait et on se dit voilà, maintenant je suis plus Dylan, je suis telle compagnie de terraformation et à partir du moment où je joue ça, à la fin de la partie, peu importe ce qui se passera, j'enlèverai cette casquette, etc. Après ça c'est une façon que je trouve presque trop réduite de concevoir le jeu en fait. Le jeu c'est vraiment quelque chose, déjà c'est un sujet qui est sous-étudié. Et qui est vraiment très complexe à étudier parce qu'il est extrêmement divers, extrêmement multiple. Et une astuce, une gymnastique que je trouve intéressante, c'est au lieu de considérer le jeu comme objet, d'accord, comme qu'il soit physique ou bien théorique, c'est d'utiliser, de le considérer comme un adjectif, en fait. C'est là que le mot ludique est vachement pratique, en fait. Okay. Et c'est de se dire que le jeu a de multiples facettes et une variété de pratiques, qu'elles soient humaines ou d'ailleurs animales,
recèlent des aspects de ce jeu. Pas tous à la fois, mais parfois certains. Ça fait un peu cet effet de cocktail. Des fois, on prend un petit peu de ceci, un petit peu de cela, ce qui fait qu'une pratique qui pourrait ne pas l'être va d'un coup devenir un peu plus ludique, puis peut-être beaucoup plus, etc. Et avec cette vision-là, qui permet une plus grande, disons, fluidité de conception, d'analyse, on peut observer des choses qui ne sont pas du tout restreintes à du coup un univers qui serait propre au jeu, mais qui se mélangent complètement à ce que, disons, on appelle le monde réel. Et je pense par exemple en fait aux analyses de Johan Huizinga qui dans Homo Ludens va analyser comment la culture de façon générale se développe sous la forme d'un jeu, en te prenant des exemples qui, au moment où tu le lis, t'es choqué. C'est-à-dire que la divination, la guerre, la juridiction, l'art, bien sûr, ça c'est plus facile, mais la philosophie, en fait, sont des choses qui ont des qualités ludiques en soi, qui vont prendre un peu cet aspect-là. Et donc, on voit qu'il y a clairement un pont que le jeu, en fait, si on le prend au sens large, englobe mais énormément de choses. Ouais, clairement. Ça fait presque peur de se demander. Ça fait pas... Mais alors, c'est là où c'est très bien parce qu'on va finir par ces deux petits aspects, parce que là, ça y est, on a commencé seulement à défricher et je me rends compte que l'intitulé, si on voulait le faire sérieusement, l'avantage du café du matin, c'est aussi que c'est pour se faire plaisir, donc c'est pas grave du tout. C'est de quels joueurs et joueuses parlons-nous? Parce que là, effectivement, sur les chats, c'est est-ce que c'est jeu d'argent? Il y a le Licorne Chou dit on différencie les jeux et des jeux d'argent parce que peut-être que justement il n'y a plus les mêmes conséquences et donc du coup est-ce que c'est le même jeu? Dice 666 dit j'ai du mal à associer jeu et argent au sens où le jeu pour lui c'est un plaisir gratuit. L'argent peut être du plaisir, mais éventuellement ça devient payant. Il n'y a pas de sous-entendu graveleux, nous précise-t-il, bien sûr, en termes de plaisir payant. Mais donc du coup, c'est pareil. En même temps, la notion de conséquences, on sait très bien que jouer au poker, enfin on sait très bien, il me semble que c'est entendu, Julien, tu me contrediras, que jouer au poker avec des haricots ou à 1 centime d'euro le point n'est plus la même chose que quand la cave est à 500 €. Et parce que du coup, tu mets plus les mêmes réactions dedans, tu n'analyses plus les choses de la même façon, et donc tu ne joues plus de la même façon en fait. C'est le problème du poker, moi, j'adore l'aspect stratégique du poker, mais il n'existerait pas sans l'argent, quoi. Enfin, ce jeu, donc c'est tout le problème du poker, et c'est aussi pour ça que j'y joue quasiment plus. Mais stratégiquement, il est très intéressant, et l'argent en fait partie pour que ce soit le cas, quoi. Ouais. On peut quand même y jouer avec des haricots, donc c'est pas pareil. C'est ça, c'est pas pareil. Et donc, du coup, Olivier, est-ce que je sais en même temps que c'est très compliqué pour l'avoir fait dans mes études en linguistique sur l'objet langue, quand on essaye de définir ce qu'est l'objet langue, qu'est-ce que c'est qu'une langue, qu'est-ce que c'est qu'un langage, qu'est-ce que c'est que la communication, en fonction de la personne, est-ce qu'elle est psychologue, est-ce qu'elle est sociologue, est-ce qu'elle est, etc., etc. On a des définitions très difficiles et je sais que pour le jeu, c'est aussi très difficile. Mais du coup, est-ce qu'on peut malgré tout enfoncer cette porte ouverte que, en fonction du jeu dont on parle, on n'aura pas non plus les mêmes joueurs et les mêmes joueuses? Oui. Voilà, merci Olivier. Non, mais non, effectivement, c'est une porte ouverte. Après, c'est quels outils on se donne. C'est-à-dire qu'on a eu quasiment, au fil de la discussion, toutes les grandes composantes, y compris la composante argent, dont on a peu parlé, mais qui est effectivement une vraie question. Pourquoi ? Par exemple, dans la langue anglaise, on va plutôt utiliser gambler ou gamer, qui renvoie à, pas deux profils, mais en tout cas à deux pratiques différentes, et qui souvent déclenchent des discussions assez épicées autour des tables. Sur la question de jouer de l'argent, si tu veux faire exploser une table de jeu, c'est assez efficace. Après, on a parlé de la question des univers, et c'est vachement important. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont aller vers les jeux pour une recherche d'immersion. Et de plus en plus, l'élaboration artistique qu'on a sur les jeux va dans ce sens-là. Je me rappelle la discussion qu'on avait eue à Boulogne-Billancourt avec Charles Chevalier et Bruno Catala sur le développement d'Abyss.
où ils avaient dit finalement le motorisé Abyss c'était pas très compliqué. Alors bon, quand t'as Chevalier et Catala qui parlent de motorisation et qui trouvent pas ça compliqué, c'est un petit peu normal, hein, quoi. C'est comme si Ferrari et McLaren discutaient en disant ouais, c'était pas trop dur le moteur. Mais voilà, t'avais quasiment les deux meilleurs motoristes du circuit qui sont autour de la table. Et après, ce qui était difficile pour eux, c'était de trouver un thème. C'est-à-dire la dualité thème-système, c'est quelque chose d'hyper structurant sur la constitution des tables. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont juste dire ce thème-là ne m'intéresse pas, donc ils ne rentreront pas dans la découverte du système. C'est très important dans les discussions avec les éditeurs, quand on est dans la partie design, se mettre d'accord sur un thème qui soit pas hyper rebattu, où on n'est pas toujours des nains et des elfes et de l'extraction d'or et de bois, et en même temps se dire si on s'éloigne de ça, on risque de perdre, pas nécessairement les joueurs à titre individuel, mais les tablés. C'est très compliqué. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs, une fois encore, moi c'est ce que j'aime dans ces cafés du matin, me triturer un peu le cerveau, et ce matin on a quand même fait fort pour découvrir une richesse qui permet de presque de voir d'un œil neuf notre loisir préféré, et là en l'occurrence le jeu. Alors c'est vrai, le jeu de société, mais l'activité jeu aussi. La dernière question, on fera le tour de table. Est-ce que pour vous, c'est Bertrand Lecomte qui nous la pose, est-ce que le fait de jouer ensemble découle d'une culture, voire d'une sous-culture commune? C'est-à-dire que est-ce que pour jouer ensemble, il faut partager un certain nombre de choses communes qui va nous permettre du coup de pouvoir jouer. Je commence par Olivier, je ne sais pas, par exemple. Oui, il y a de toute façon des harmoniques. Là, en ce moment, du fait du confinement, on se retrouve à avoir des expériences ludiques très étonnantes. Par exemple, on fait, je vous recommande d'y aller, sur la page de Faisal Lalmi, il y a des défis Ricochet Robot tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait quand on joue à Ricochet Robot? Je ne vais pas vous expliquer la règle, mais en gros, on donne des chiffres. On dit, bon, moi je l'ai en 15, et puis l'autre va te dire, je l'ai en 13. C'est drôle, hein? Juste avec ça, on se découvre en fait des points communs avec les gens qui sont simplement capables de passer une demi-heure de leur journée avec leur 12e café en train de chercher comment on amène ce foutu robot sur sa case. On va trouver, quand j'ai publié Les Forges de la Fiction, j'ai eu des personnes qui m'ont dit c'est incroyable parce que les exemples que tu donnes, qui venaient des tablés que j'avais observés, je les ai eus mot pour mot. C'est-à-dire parfois des blagues qui sortent exactement au même moment et avec le même type d'effet autour de la table. Donc il y a effectivement des harmoniques, des éléments de rencontre qui constituent et qui vont parfois souder une table pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Dylan, en même temps, tu disais que jouer à ça, d'être naturel, ça veut dire qu'on a une base commune, et on le voit par exemple Thibaut Quintance quand il fait son voyage en disant je vais partir à travers le monde, et en outil de rentrer en communication avec quelqu'un, je vais utiliser le jeu, et en prenant des jeux, ça veut dire que dans ces harmoniques-là dont Olivier nous parle, il y en a certaines qui sont, on va dire, presque universelles, et donc je peux jouer un peu avec tout le monde en fait. Oui, bien sûr. Pour répondre à la question, ça dépend en fait. Ça dépend de l'échelle d'analyse. À un niveau très proche, effectivement, pour des jeux par exemple de communication, on doit partager une culture, on doit partager un langage s'il commence à devenir très pointu. Donc oui, bien sûr, et puis on se retrouve avec notamment des communautés en ligne, avec des gens qui aiment le même type de jeu, des narrativistes, etc. Donc oui, on se retrouve sur des harmoniques, des trucs qui rentrent en résonance. Ouais. Si on prend un peu de recul, à ce moment-là, on arrive à jouer avec des gens qui ont strictement rien à voir avec nous, justement parce qu'il y a ce truc très universel. Et pour prendre encore plus de recul, en fait, je vais te dire, quand moi je joue avec mon cactus, c'est un mauvais exemple. Si on joue au bâton avec un chien, là c'est difficile de dire qu'on partage une culture commune. En tout cas, le terme culture est ici mal adapté. Mais on s'amuse néanmoins en jouant tous les deux un même jeu qui est de lancer un bâton et de le ramener. Donc voilà, c'est vraiment, ça dépend de l'échelle à laquelle on se place pour répondre à la question que tu posais. Julien, est-ce que
tu jouerais avec quelqu'un qui ne partage pas la même culture. Par exemple, admettons qu'on joue à Secret Hitler et qu'au final, je fais exprès, hein, bien sûr. Tu connais Secret Hitler, Julien, c'est bon? Oui, j'adore. Ouais, pardon. Est-ce que tu te rends compte qu'au final, le truc, comme le disait Olivier tout à l'heure, on risque de tomber un petit peu dans la politique et que visiblement, il y en a un. Oh la vache, ça, on va pas du tout être d'accord et sans dire quoi ou qu'est-ce. Mais est-ce que tu as déjà eu des parties où le joueur que tu es, tout d'un coup disparaît et réapparaît l'homme que tu es en disant ouais non là moi je peux pas, je vais pas parler de la X-card dans le jeu de rôle, mais genre oh la vache, lui c'est un no-go, je ne jouerai plus jamais avec lui parce que ben, c'est quelqu'un que j'aime pas. Enfin je sais pas comment il faut le dire, mais est-ce qu'il y a un moment tu vois ça prend le pas? Non, je pense pas que ça prend le pas. Et en général, de toute façon, tu vois assez vite si un jeu il va pas être adapté à Secret Hitler. L'exemple, il est typique. On sait très vite les gens qui voudront pas y jouer, quoi, qui voudront même pas essayer. Après, moi, je pense aussi que le jeu permet de jouer avec vraiment beaucoup de gens de milieux différents et de cultures différentes. Juste que moi, je peux dire ce que je peux observer dans mon petit microcosme, c'est qu'on est quand même tous d'une même catégorie, on est un peu dans un entre-soi quand même qui est dur à dépasser. Je suis persuadé que c'est possible, mais c'est difficile à mettre en pratique, quoi. Je le vois dans mon travail je pense que c'est possible, mais c'est dur à mettre en pratique. Ouais. C'est étonnant, Olivier, dans ce que dit Julien, parce que on aurait l'impression, avec ce qu'on a dit, avec ce que Dylan, Julien, toi avait dit ce matin, qu'il y a une espèce un peu d'ouverture, et on finit presque par se dire bon bah finalement on est content d'avoir trouvé un petit peu des joueurs un peu comme nous, et parce que c'est comme ça que c'est plus agréable, parce qu'on se comprend très vite, et puis que c'est que et hop et au final retomber un peu sur une fermeture parce que c'est plus confortable, non? C'est plus confortable, c'est aussi sociologiquement bien réel, hein. C'est-à-dire que fait un tour de table dans une convention, dans une association, etc., il y a quand même des profils plutôt urbains, plutôt diplômés, majoritairement masculins, même si c'est en train de bouger, etc. Enfin, pour faire de la sociologie un peu à la truelle, en reprenant les grandes catégories où tu habites, comment tu as fait ta formation, ton métier, etc. Le jeu de société n'est pas aussi démocratisé qu'on aimerait le voir ou le dire. J'avais fait comme ça autour d'une table de jeu de rôle. Il y avait eu un moment, une petite pause parce que c'est interminable, et j'avais remis la casquette du sociologue pendant la pause, j'avais fait un petit tour de table. La moyenne des diplômes était au-dessus de Bac+5, autour de la table. Donc, alors bien entendu, on va toujours tenir le discours de non, c'est vachement plus ouvert, en fait, à ma table, il y a aussi quelqu'un qui n'a pas bac. Mais si on se sent obligé de pointer les exceptions, c'est quand même que derrière, il y a une régularité sociologique qui n'est pas absente et qui fait que ça va être quand même largement des personnes qui ont une formation plutôt ingénieure ou sciences humaines, qui ont une formation plutôt longue. Et puis, autour de ce noyau-là, bien sûr, c'est pas fermé, parce qu'il n'y a pas de raison que ça le soit, mais ces harmoniques, elles viennent quand même pas de nulle part, quoi. Elles viennent aussi d'interro culturels partagés, du fait que une personne qui n'a pas les habitudes, notamment d'écoute de règles longues, si je pars sur du gros jeu hardcore, écouter une règle pendant un quart d'heure, quand t'es prof par ailleurs et que tu vois à quel point c'est difficile de faire passer une consigne, c'est pas évident. Quand tu vas vers le jeu de rôle et dire aux gens il faut se torturer 300 pages de règles avant de commencer à s'asseoir autour de la table, c'est pas n'importe qui va aller. Enfin, c'est pas pour avoir un discours élitiste, c'est pour avoir un discours réaliste par rapport à qui tu vas réellement trouver autour des tables. Qu'est-ce qui fait que les boutiques de jeux qui vivent bien vivent quasiment que dans des villes universitaires. C'est pas complètement un hasard si tu as les deux, quoi. Même si, je pense que Dylan, tu seras d'accord, même si le médium jeu peut aussi être rassembleur au-delà de la catégorie socio-professionnelle, etc. Enfin, voilà. Bien sûr.
C'est ce que tu disais aussi. Bien sûr, bien sûr. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, Olivier. À mon avis, ça mènerait à une discussion d'un autre café du matin. Ouais. À mon avis, c'est pas aussi vrai au niveau des jeux vidéo parce que par exemple, c'est un médium en l'occurrence qui est beaucoup plus digeste, beaucoup plus facile. Tu n'as pas à te taper des pages de règles, on te fait des tutoriels où tu apprends pas à pas et tu es tout de suite dans le jeu à t'amuser. Contrairement effectivement aux jeux de société. Et ça, je pense que ce serait un truc qui serait vraiment intéressant de se poser la question. Effectivement, qu'est-ce qui fait que cette espèce de filtre qui est propre aux jeux de société, aux jeux de plateau. Ouais. Mais Dylan, est-ce qu'on peut dire que l'appétence, le développement qu'il y a, la facilité à développer le café-jeu autour des jeux d'ambiance qui sont censément être plus faciles à apprendre, etc., vient et procède aussi peut-être de cet aspect-là. C'est plus facile, ça va être rapide, et puis ça prône une plus grande mixité parce que voilà, hop, il y a aussi peut-être un peu de ça. Oui, bien sûr. Ouais. Autre petite question, mais là, cette fois, je déborde trop, mais je trouve que la question est bien posée, intéressante. Dice166 le pose. Est-ce que c'est la mise en abîme, et j'adore les mises en abîme, est-ce que lorsqu'on joue autour d'une table, donc là, on recentre un petit peu le débat, on n'aurait pas tendance à jouer un rôle, donc on joue dans le jeu, comme on pourrait le faire un peu au théâtre ou au jeu de rôle, c'est-à-dire on n'est pas forcément soi-même parce que on est censé être l'explicateur, on est censé être le clown, on est censé être celui qui va perdre ou, pour parler de choses que je connais bien, celui qui va être mauvais au dé. Olivier, ou même d'abord Julien, côté plutôt joueur, est-ce que toi, tu te sens toi-même quand tu joues ou est-ce que tu sens qu'il y a justement cet aspect je joue et en plus j'ai un masque parce qu'il faut avoir un masque en société? Non, moi je suis plutôt, je joue pas comme je suis dans la vie, on va dire. J'adore dans le jeu, j'adore bluffer, j'adore jouer un rôle, j'adore faire tout un tas de choses que dans la vie on ne fait pas, quoi. Et pour ça, être autour d'une table, qu'on peut découvrir des joueurs autour d'une table et tout, découvrir les gens, c'est pas forcément vrai selon les profils parce que justement ça permet de faire des choses et qu'on ne fait pas dans la vraie vie, quoi. D'accord. Donc, en fait, tu peux peut-être jouer un rôle, mais c'est parce que c'est ce que tu veux. Tu veux te permettre de. Et puis, la règle du jeu incite à ça aussi, quoi. Le jeu, un jeu de bluff devient dommage si personne ne joue le jeu et n'ose pas mentir ou bluffer. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Dylan, du coup, même question de ton côté. Est-ce que tu as tendance à jouer le rôle du joueur ou non, je joue comme je suis? Je joue donc je suis. Bien sûr, j'ai tendance à incarner des rôles parce que c'est très drôle et puis changer de rôle, effectivement, incarner des personnages que j'aurais pas naturellement entrepris, c'est assez fascinant. Et toi, tu aimes les mises en abîme, moi j'aime bien les boucles. Je pense que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que parfois, et ça je l'ai vécu plus spécifiquement avec des jeux de rôle, c'est qu'en terminant un jeu de rôle, en fait, j'emporte avec moi une partie de mon personnage et qui ne me quittera pas, qui fait aussi partie de moi maintenant. Exactement. De toi maintenant. Ah, d'accord. Intéressant voilà, de le voir aussi. Oui. Ça marche vraiment de façon symbiotique, je pense. Ouais. Olivier, du coup, et puis on conclura là-dessus, mais je vous laisserai à chacun un petit mot de la fin. On joue un rôle tout le temps quand on joue pour toi? On joue un rôle dans la plupart des interactions de notre vie quotidienne déjà. Hein, mais après, ce qui est intéressant dans la pratique du jeu, c'est qu'on peut jouer des rôles très expérimentaux. C'est-à-dire qu'on peut il y a de toute façon aussi des réflexes, des choses qu'on ne maîtrise pas. On n'est pas toujours à se dire tiens, je vais jouer exactement le rôle du mec frustré qui est en train de perdre. Non, c'est qui est en train de perdre. Donc c'est pas complètement commandé, mais c'est vrai qu'il y a une très grande théâtralité dans le jeu de rôle, c'est-à-dire que, dans le jeu de société en général, c'est-à-dire qu'il y a très très souvent des éclats de voix, des comportements un petit peu outrés qui sont permis par ça, des menaces, des gens qui s'adorent par ailleurs et qui vont se dire mais là je vais t'étriller, je vais te défoncer au prochain tour et tout ça, mais parce qu'on est dans un registre de fiction qui permet de faire ça, qui a toujours été pensé pour qu'on puisse expérimenter, et pas toujours dans un sens bisounours, comme je le disais, on peut expérimenter des comportements qui seraient très toxiques
dans la vie quotidienne et qui là sont de toute façon pris au xème degré par les gens qui sont autour de la table. Ouais. Ouais. Ouais, ça veut. Une fois encore, bon, c'est trop tard, c'est fini. J'ai dit qu'on arrêtait là et on a déjà débordé, ça suffit. Et on se rend bien compte à quel point il pourrait y avoir encore des orientations, des moments de recherche. Dylan, tu as raison. Je pense que le jeu, sous ses différents aspects, est sous-exploité en termes de recherche. Et pourtant, ça fait comprendre beaucoup de choses, même si certains l'ont pris pour juste la petite porte d'entrée. Hein, c'est ce que tu disais, Olivier. Ça a été la petite porte d'entrée pour la suite, alors qu'en fait, ça pourrait être l'objet d'études. Joueurs, joueuses, qui est-on? J'ai envie de vous laisser un petit peu à chacun un petit mot de conclusion. Et s'il n'y en a pas, vous le faites à la Camoulox avec un mot qui veut rien dire du tout. C'est aussi un jeu, donc n'hésitez pas. Julien, déjà un énorme merci d'avoir accepté d'être des nôtres, parce que c'est vrai que la bande dessinée et croquer un petit peu ces petits moments de vie, c'est une chose. En parler de façon un petit peu comme ça, je sais pas comment on peut dire, universitaire ou quoi, c'est pas aussi évident. Donc tu t'es prêté au jeu. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton invitation. Ah bah non, écoute, ça a été très agréable. N'hésitez pas à aller voir les joueurs, n'hésitez pas à aller à trouver même éventuellement la BD si c'est encore possible, enfin à les rassembler en papier et tout, parce que ça permet d'avoir un petit visage de nous qui sommes joueurs que l'on peut montrer à d'autres. J'aurais dû poser la question, tiens, à vous trois. On joue très régulièrement, vous savez, à ce petit jeu où on coupe en quatre. La façon dont les autres me voient, la façon dont ma maman me voit, la façon dont nanana et la façon dont je me vois. Il y a une espèce de jeu comme ça à multiplier les angles d'approche. Julien nous en donne une. Quelle serait ta petite conclusion sur joueuse, joueur, qui sommes-nous, qui es-tu? Ma conclusion, ce serait que c'est difficile de répondre, justement, et que c'est vaste et ça mériterait d'en discuter encore longtemps, je pense. Régulièrement, en fin de soirée, nous, pendant nos soirées jeux, ça part dans des discussions très passionnées sur ça, sur le jeu, c'est un exercice qu'on adore faire. Donc, vous aimez ça? C'est excellent, excellent. Voilà. Dylan, on peut te retrouver avec l'équipe ludique. On peut faire appel à vous pour des besoins en, on va dire, ludification, gamification, etc., etc. Et puis, on peut te retrouver justement sur les différents salons ludiques, parce que vous y êtes aussi avec des petits jeux que vous nous concoctez comme de très bons cocktails d'ailleurs. Quelle serait, toi, ta petite conclusion de ce café du matin qui partait un peu nébuleux, qui a été un peu intellectualisant, mais qui n'empêche, moi j'adore aussi. C'est ça, j'étais venu boire un café, on a refait le monde. Et tout parfait. Tu sais quoi, Dylan? Ça me rappelle un retour en voiture d'un certain festival et ça me va très très bien. Donc, Tout à fait, tout à fait. Je m'y suis retrouvé aussi dans ce brouillard à couper au couteau. Ouais, c'est ça. Donc, ok, pour essayer de conclure, moi, joueur, joueuse, qui es-tu, qui êtes-vous? J'aurais envie de dire, en fait, vous êtes le joueur ou la joueuse que vous voulez. En fait, pour reprendre ce que tu disais, Julien, en tout début de l'émission, avec le plaisir de cette courbe d'apprentissage. En fait, le jeu sophistiqué, formel, bien développé, c'est un plaisir acquis. Le plaisir qu'on va retirer après avoir lu 30 pages de règles, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. En fait, il n'appartient qu'aux joueurs d'aller explorer de nouveaux horizons, d'incarner d'autres rôles, d'essayer d'autres types de jeux, peut-être pas vraiment en se forçant, mais en tout cas, au début, en faisant le pari de tiens, je sais pas trop, pourquoi pas, j'essaye, et peu à peu, on peut s'ouvrir de nouveaux plaisirs, quoi. De nouveaux horizons et de nouveaux plaisirs. Olivier, pareil, ça m'a fait bien plaisir de te retrouver comme on avait pu le faire à d'autres occasions, conférences, tables rondes, parce qu'effectivement cette petite recherche-là, on sent qu'il y a matière, on sent qu'il y a de l'envie. Je ne sais pas comment ta maman te voit, je ne sais pas comment les autres te voient, moi je sais comment je te vois, mais du coup, comment conclurais-tu, joueur, joueuse, qui est-on, qui êtes-vous ou qui es-tu, Olivier? Déjà, merci de l'invitation. Moi, si je devais le faire en une phrase,
Je dirais que s'il n'y avait qu'une fonction du jeu, qu'un seul plaisir propre au jeu, on jouerait tous au même jeu. Ce qui fait qu'on a des dizaines, des centaines de jeux dans nos étagères, dans nos disques durs, etc., c'est qu'il y a un plaisir de la multiplicité dans le jeu. Il y a un plaisir de l'expérimentation et il y a effectivement un plaisir de la culture au sens où la culture ludique, c'est comme la culture littéraire, la culture cinématographique, etc. Ça ne se fait pas en revenant toujours au même. Ça se fait aussi en trouvant des échos, en refaisant le monde. Il y a un vrai plaisir à parler de jeux en plus de jouer. Moi, je suis toujours très surpris quand on fait des conférences en marge de convention. Je me dis, mais pourquoi les gens sont là? Pourquoi les gens sont venus écouter? Je suis ravi. Au lieu de jouer. Quand je vois ce qu'il y a sur les tables, je me dis, mais moi, à leur place, je serais en train de jouer. Qu'est-ce qu'ils font faire? Donc, mais ça veut dire qu'il y a un engagement hors partie. C'est-à-dire que être joueur, c'est pas juste jouer. C'est aussi le plaisir dont on a tous parlé ce matin, de parler jeux entre potes ou avec des gens qui ont juste un discours sympa, original, pointu sur le sujet. De la même façon que les cinéphiles adorent parler cinéma et ne sont pas toujours vissés sur leur écran. Donc, l'expérience du jeu, c'est pas que l'expérience des parties, c'est l'expérience de ces discussions-là aussi. Et d'ailleurs, un grand merci à ceux qui ont vécu l'expérience avec nous, qui avaient entretenu le chat avec les questions, avec les témoignages, etc., etc. Moi, ça me permet encore d'ouvrir. Je vais garder, bien sûr, mon dernier mot pour François, qui va devoir réapparaître à l'écran, qui va devoir remettre son micro. François, on est bien d'accord. Je vais te laisser le mot de la fin pour toi aussi. Tu n'es pas que joueur de Dominion, bien sûr. Il faut qu'on arrête avec ça. Ah, il faut absolument qu'on arrête avec ça, oui. Je crois qu'on l'a tous entendu. À partir d'aujourd'hui, c'était le dernier jour. Nous ne parlerons plus de Dominion dans les prochains cafés. J'ai pas dit ça non plus. Hein. Pardon, d'accord. Comment as-tu trouvé notre café du matin? Alors, c'était très très bien. Je vous en parlerai après en off pour analyser les différents flux. Parce que c'est un café du matin qui n'a pas du tout réagi de la même façon sur Twitch et sur Facebook. Étonnant, mais on va garder les chiffres secrets rien que pour nous. Et on vous les donnera un petit peu plus tard. Mais je vais vous en parler quand on sera en off. Ça marche, avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, on se retrouve cet après-midi. Et cet après-midi, on va jouer. On va même jouer 2 fois. On va vous présenter Mystic Vale de Nomad Games. C'est-à-dire que la version numérique, en attendant de pouvoir jouer au concret avec les cartes en français et tout, avec l'avantage que ça a, c'est-à-dire la petite rapidité et tout, eh ben, ça devient addictif. En tout cas, je suis tombé dedans pour pouvoir vous le montrer. Je voulais juste vous le montrer. Finalement, j'enchaîne les parties. C'est très mal. Eh ben, au moins, je ne serai pas tout seul. Venez donc découvrir Mystic Vale cet après-midi à 15h. Et ensuite, on jouera avec Gigamic à Similio, puisque nous avons été invités avec Madame Mathilde à partager la partie de Ségolène. Et puis demain matin, le café du matin, ça va être ambiance, parce que ce sera sur les jeux d'ambiance. Et on aura Yves Hirschfeld, Fabien Bleuze et Pierrot, du côté Kiff aussi, Kiff Édition, pour voir ce que donnent ces jeux d'ambiance et pourquoi on aime tant jouer aux jeux d'ambiance et faire les crétins. Bonne fin de matinée, merci à tous nos invités pour le café du matin et rendez-vous cet après-midi. Salut, amusez-vous bien, ciao.